This is the way. This is the way. This is the way. Born to be wild. Gardons notre calme, gardons notre... Oui, d'accord, c'était génial. Oui, gardons notre calme. On arrête tout. De Mandalorian, chapitre 13 de Jedi. Ahsoka Tano, Rosario Dawson, Michael Biehn aussi. Enfin, putain, Dave Filoni, mais... Oh, merde. Merci. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, review et analyse de l'épisode 13, donc du chapitre 13, mais de l'épisode 5 de la deuxième saison de Mandalorian. Exceptionnel, mais vraiment sous toutes les formes. Je pense qu'on se rend pas encore à peu près compte de la maestria qu'a été cet épisode de bout en bout. On pouvait l'attendre puisqu'on savait qu'Ahsoka Tano serait là dans l'épisode, intitulé évidemment de Jedi, la rencontre enfin entre Mando et Rosario Dawson. On savait qu'à l'écriture et à la réalisation, c'était Monsieur Dave Filoni, qui est quand même pas le dernier pour nous offrir des choses de qualité. Et c'est somptueux sur tout un tas de choses qu'on va analyser aujourd'hui. Alors désolé, là, c'est vrai qu'il y a un peu d'élan, il y a un peu d'entrain dans cette vidéo, parce que forcément, je pense qu'on était tous hypés par cet épisode, et c'était l'épisode charnière qui allait peut-être réconcilier certaines personnes avec Mandalorian, faire passer un cap à Mandalorian sur un plan d'esthétique, sur un plan de lore aussi de Star Wars, sur l'univers Star Wars à part entière, les rassemblements avec Clone Wars, avec Rebels, ou alors peut-être tirer un petit peu sur l'ambulance et puis sonner l'arrêt de mort si les gens avaient été déçus de cet épisode. Honnêtement, je vous le dis, et même avec une grande objectivité, je ne vois pas comment on peut être déçu de cet épisode aujourd'hui. Que ce soit dans la réalisation, on y reviendra, dans l'esthétique, dans la photographie, mais hallucinante qu'il apporte, les nouveaux décors, cette espèce de richesse culturelle qu'il va offrir, et puis évidemment toutes les références qu'on va avoir. Putain, l'Amiral Throne, s'il te plaît, quoi, quand tu penses que tu peux pas aller plus loin, t'as l'Amiral Throne qui... Enfin, ok. Bref, c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé génial et on en parle tout de suite. La première chose que j'ai envie de souligner sur ce chapitre de Mandalorian, c'est que Dave Filoni ne fait pas l'erreur de continuer à faire durer un petit peu le suspense. On aurait pu imaginer, moi c'était un peu la crainte que j'avais, que Ahsoka Tano arrive à la fin de l'épisode, avec encore un épisode filaire qui ne fasse pas trop avancer l'histoire. Effectivement, ravi de voir Rosario Dawson, mais qu'on doive attendre le 6ème pour aller plus loin. Mais non! Mais Dave Filoni, mais ça c'est quelque chose que voilà, ça c'est un truc que Walking Dead fait dans une saison 10 un petit peu poussiéreuse. Non, là Dave Filoni répond complètement aux attentes des fans en nous plaçant dès ses premières minutes dans le vif du sujet, permettant même à Dawson d'avoir suffisamment d'ampleur pour qu'on ressente tout ce qu'a vécu le personnage dans Clone Wars et Rebels dès son arrivée. C'est fort, ça nous donne une scène d'introduction absolument hallucinante. Je ne voyais pas comment on pouvait mieux aborder Ahsoka Tano et mieux introduire Ahsoka Tano que par son propre axe narratif, parce qu'il faut pas oublier que même si techniquement, on fait énormément, alors là pour le coup par rapport aux révélations, on fait énormément avancer l'histoire, salut Grogu, et on est aussi capable en soi d'avoir une sorte d'épisode filaire avec une planète qu'on va libérer, avec les aventures d'Ahsoka Tano qui vont s'offrir à nous en même temps qu'à Mando, et c'est ça que je trouve absolument génial. Il y a une forme au service du fond que j'ai trouvé absolument fantastique, ce détail sur l'image, au niveau du design d'Ahsoka Tano, le respect qu'il peut y avoir, ne serait-ce que sur les sabres aussi, qui vont avoir exactement les mêmes tailles que les sabres qu'on pouvait avoir dans Clone Wars. C'est cette richesse esthétique qu'on attendait avec impatience, et c'est là où Dave Filoni ne s'est pas planté. Même vis-à-vis du rôle et de l'acting de Rosario Dawson, elle est absolument majestueuse, elle est extrêmement poétique. C'est de toute façon un épisode où il y aura une immense dose de poésie entre Ahsoka Tano et Grogu, donc on ne l'appellera plus jamais Baby Yoda. Autre richesse de l'épisode de nous avoir proposer un véritable background autour de l'enfant dont on n'avait pas entendu parler jusque maintenant, mais la richesse esthétique, les mimiques, les rictus, le regard, même la façon de bouger de Rosario Dawson est Ahsoka Tano. Et quel plaisir pour nous de voir une actrice qui toquait à la porte pour jouer Ahsoka depuis tant et tant de mois, d'années maintenant. Tout le monde sait que c'est une grande fan de l'univers et que c'était une grande admiratrice de ce personnage, elle lui rend à la perfection. Et ce qui la rend effectivement d'autant plus majestueuse, ça va être la réalisation qu'il va y avoir de Dave Filoni. Sur cette scène d'introduction avec une espèce de brume environnante, on voit que c'est un univers extrêmement sordide, extrêmement glauque, c'est un univers aride, et on arrive à mêler énormément d'ambiances et d'idéologies différentes. J'y reviendrai après dans une scène, que j'ai trouvé incroyable, qui va mêler environnement et duel western et duel asiatique. On y reviendra après parce que pour moi, c'est la plus grande scène que m'ait donné Mandalorian depuis le début de Mandalorian. Je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire en termes de réalisation et revenir à l'origine de Star Wars, ce qui avait fait Star Wars, il faut quand même pas l'oublier, c'est cette histoire de chevalier Jedi. C'est aussi très propre à la culture des chevaliers au sabre de
de Chine, du Japon. Et puis évidemment ce côté western qui était arrivé tout de suite avec Tatooine, etc. Le duel entre Michael Biehn et Mando. Tout est connecté, on y reviendra après, mais en termes de réal, la photographie, la richesse de certains plans, tous les plans semblent étudiés à la perfection pour amener cette ambiance particulièrement poétique, mais le visuel va aussi aider à la poésie des personnages au moment où on va en apprendre plus sur eux. C'est ça que je trouve mais fantastique dans ce qu'a réussi à faire Dave Filoni. Il y a notamment un plan de nuit où on va apprendre justement l'histoire et l'origine de Grogu, et un moment où Mando va être, et c'est très bien vu, en retrait par rapport à Ahsoka et à l'enfant pour que les deux puissent faire une sorte de communion avec la Force. Il y a un plan sur Ahsoka Tano avec la lune derrière elle qui embellit littéralement le cadre, qui est fantastique. C'est un épisode réalisé de main de maître. C'est terrible à dire, mais je trouve que c'est la meilleure réalisation depuis Rogue One, depuis Gareth Edwards. Et évidemment, quand tu t'appelles Gareth Edwards, t'es pas non plus le dernier pour faire de la bonne réal. Et Dave Filoni, je trouve qu'il a vraiment une empreinte là-dessus qui est sensationnelle. Alors Jon Favreau, très bon réalisateur aussi, peut-être un petit peu plus yes man, mais il a vraiment une esthétique et lui connaît et adore l'univers. On l'a vu sur déjà de nombreux épisodes où il était capable de vraiment élever son niveau de jeu, même du côté de Bryce Dallas Howard, qui vraiment en termes de plan, de caméra, n'hésite pas à reproduire certaines thématiques qui étaient proches de son père Ron Howard. Il est important qu'on comprenne la chance qu'on a d'avoir de vrais, j'en ai des frissons, mais d'avoir des vrais héritiers de George Lucas qui ont compris l'univers, qui savent comment le mettre en avant. Clone Wars, Rebels, de l'univers étendu, de les amener littéralement aux spectateurs dans quelque chose qu'à mon avis tous les fans de Star Wars ont rêvé un jour. Et ne serait-ce que la puissance aussi du casting, ça c'est aussi important à souligner. Mais on a quand même une série où on a Giancarlo Esposito, où on a eu Nick Nolte, où on a eu l'occasion d'avoir Michelle Yeoh, cette fois on a Michael Biehn, on a Diana Lee Innocento qui baigne dans les arts martiaux depuis l'enfance. Son père avait juste été entraîné par Bruce Lee, qui était, lui, son parrain. C'est une figure mondiale du genre, reine des arts martiaux, qu'il est important de souligner, dans la thématique propre que veut donner Dave Filoni à son épisode. Enfin, moi, je suis scotché. Je suis scotché sur un épisode comme ça. C'est un épisode, littéralement, qui te fait comprendre la maestria de cette série Mandalorian. Je pense que si tu vois un épisode comme ça, effectivement, après, pour paraphraser le grand et regretté Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais quand même. En termes de décor, on va voir un décor particulièrement varié et extrêmement riche. Il pourrait faire penser à des environnements assez lugubres chinois, et c'est totalement voulu par rapport à la scène finale qu'on verra par la suite. Et là, on est sur un environnement extrêmement aride, où on va quand même voir une faune, et c'est là la richesse du détail pour moi chez Dave Filoni et dans le Mandalorian, c'est que peu importe le plan, et ça c'est assez rare pour être souligné, c'est pas toujours arrivé dans Mandalorian, mais peu importe le plan dans lequel tu vas trouver Mando et l'enfant, le cadre qui va être mis, en termes de profondeur de champ, à l'arrière-plan, au deuxième plan, au troisième plan, tu as toujours quelque chose à voir. C'est extrêmement riche. On retrouve encore une fois différentes créatures, différents credos, et c'est cette richesse, moi, que je trouve absolument fascinante dans Mandalorian. Et là, pour le coup, dans un épisode qui, certes, propose sa propre histoire, on va apprendre énormément de choses, et la plus importante pour moi, c'est Grogu. Ça y est, on entend enfin le prénom de l'enfant, de ce fameux Baby Yoda, et on découvre même son histoire. Et c'est bien que Dave Filoni et Jon Favreau n'oublient pas, et ça ils nous l'avaient déjà montré, la prélogie, qui a un petit peu tendance, voilà, à être mis de côté de chez Disney. On voit avec la postlogie, oh non non, il fallait pas en parler de la prélogie, non pas la prélogie, pas la prélogie. Là, on est littéralement de retour avec des informations sur Coruscant, sur la guerre des clones, avec un Grogu qui a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant. Ça veut dire quand même qu'il a connu la guerre des clones, qu'il s'est perdu un petit peu ensuite. On va travailler des choses que je trouve d'une poésie dans son côté évidemment spirituel et religieux, sur la peur, l'attachement. Ça c'est des choses qu'on a beaucoup mises en avant dans la prélogie, et Ahsoka nous en parle. C'est difficile de ne pas penser à Anakin Skywalker quand Ahsoka va nous dire j'ai vu ce que ça faisait, l'amour qui terminait par la mort et par la haine, par la colère chez les plus grands maîtres Jedi, évidemment, ou les chevaliers Jedi, on pense à Anakin Skywalker. Ça c'est une évidence, et ce retour, ce parallèle à la spiritualité est vraiment bien vu, notamment vis-à-vis de l'enfant. On se rend compte que ça peut arriver dès le plus jeune âge, et que lui a connu quand même cette guerre des clones, qu'il a un attachement pour Mando, on pouvait s'y attendre, qui est inconsidéré, qui pourrait l'amener vers la peur et vers la haine, à tel point qu'Ahsoka ne pense pas pouvoir l'entraîner. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui en décevra certains. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement poétique, et je vais vous dire, à la fin de l'épisode, j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'on puisse revoir Ahsoka, avec ce personnage qui va repartir à ses propres occupations dans une scène qui est magnifique, avec vraiment une émotion qui émane du spectateur. Ça me donne plus ou moins l'impression que on va aller encore vers toute autre chose, et qu'Ahsoka Tano finalement n'était qu'un tremplin qui amènera vers une toute autre culture, vers de nouveaux temples Jedi, vers de nouvelles planètes. Et alors ça aussi, ce sera extrêmement riche à regarder, à moins que
Et ça pourrait pourquoi pas être intéressant. The Mandalorian décide peut-être dans sa 3e saison de faire des épisodes où tout ne serait pas exclusivement centré autour de Mando, et où on aurait peut-être quelques épisodes par la suite avec Ahsoka qui iraient pourquoi pas à la conquête et à la recherche de l'amiral Thrawn, qui est quand même souligné dans l'épisode. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est pas uniquement une simple mention pour tous les fans de Rebels ou de l'univers étendu. C'est possible qu'Ahsoka Tano se dirige peu à peu vers l'amiral Thrawn. Est-ce qu'on aurait cette espèce de double scénario qui pourrait peu à peu s'amener dans une 3e saison qui du coup en deviendrait complètement différente? N'oublions pas Bo-Katan qui essaie de libérer Mandalore depuis longtemps. Ou 3e option, crédible aussi, d'une nouvelle série, alors là carrément centrée sur Ahsoka avec l'arrivée de Thrawn. Il y avait d'ailleurs déjà eu des rumeurs comme quoi on aurait pu avoir des apparitions du personnage dans une série Star Wars. Affaire à suivre. On saura d'ailleurs, et ça je sais pas si ce sera développé, mais que Grogu a été sauvé du temple Jedi par quelqu'un. Ahsoka Tano ne sait pas qui c'est, mais apparemment un Jedi aurait potentiellement sauvé Grogu et l'aurait extirpé du temple Jedi avant évidemment qu'ils se fassent tous exterminer. Est-ce qu'on aura possiblement l'éventualité d'avoir un nouveau Jedi qui va s'offrir à nous? Est-ce qu'on découvrira de nouveaux Jedi qui n'ont jamais été développés jusque maintenant dans l'univers Star Wars? C'est possible aussi. Dans le côté poétique, j'ai énormément apprécié le travail de la musique et le travail visuel. Là, on va revenir à la scène que j'ai trouvé géniale, mais juste avant, j'aimerais rappeler la musicalité très rapide qu'il va y avoir du thème de Yoda de l'Empire contre-attaque, et puis qui a été réutilisé par la suite à chaque fois qu'on voyait Yoda. Au moment où Ahsoka va justement faire mention de Yoda à Mando, c'est le genre de clin d'œil qui, moi, me marque. Vous savez que je suis très attaché à la musicalité. On remarque d'ailleurs qu'à la fin de l'épisode, on a une musicalité qui fait très asiatique. Forcément, on va y revenir parce que oui, Mandalorian a littéralement tout compris à l'univers dont il est originaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le double duel final entre la magistrate et Ahsoka, et d'un autre côté entre Mando et Michael Biehn, représente pour moi les deux entités phares que sont l'univers Star Wars, ou en tout cas les deux origines que George Lucas a médité pour créer Star Wars, avec évidemment, on pourra revenir sur le côté 39-45, la Seconde Guerre mondiale, la dictature, le fait que l'empereur Palpatine pourrait être effectivement une symbolique néfaste de ce qu'était l'empire nazi, etc. Ça, effectivement, c'est d'accord. Mais il y en a aussi deux autres qu'il faut voir d'un point de vue purement visuel et spirituel. C'est évidemment la place du western, avec Mando qui nous le montre depuis déjà très longtemps, et puis ce face-à-face avec Michael Biehn qui fait extrêmement western, sans musique, sans rien, simplement le bruit des alentours et le bruit d'Ahsoka Tano derrière qui est en train de se battre avec la magistrate. La mise en place de la tension est grandiose, c'était déjà le cas dans la scène d'introduction, et je trouve qu'en termes de chorégraphie des combats, on est vraiment sur cet esprit d'Ahsoka. Il y a ce reflet d'Ahsoka Tano avec Rosario Dawson, il y a ce reflet de Clone Wars, de Rebels qui s'offre à nous, et la chorégraphie des combats est extrêmement léchée et se mêle à cette colorimétrie assez terne, à cette photographie sublime et somptueuse. C'est vraiment grandiose. Mais tout ça va se conjuguer avec ce côté western entre Mando et ce qu'on va appeler des héritages du wuxia, qui est, je crois, une expression chinoise signifiant héros guerrier ou chevalier martial, genre littéraire chinois ayant pour thème le mythe du chevalier errant, généralement durant l'ancienne Chine, expert en arts martiaux et justicier, ce qui n'est pas sans rappeler Ahsoka et quelques Jedi que l'on a connus dans Star Wars. Alors je m'y connais pas vraiment, mais pour plus d'informations là-dessus, je vous renvoie à de vrais connaisseurs comme, alors il y a le beau parleur du cinéma, Merej, Jonathan Asia ou Morgan et son ciné, même si je dois reconnaître que j'ai souvent entendu ce nom et je m'y suis intéressé par la suite, cité quand on parle de Star Wars. Quand on sait qu'Ahsoka Tano est une chevalier Jedi errante, je trouve que marier ce côté wuxia, le duel au sabre, le côté vraiment asiatique chinois, ou si vous avez remarqué, on n'est pas loin non plus de quelques réalisations dans la plus grande tradition des films asiatiques tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels qu'on les adore aujourd'hui, où on va avoir cette signification de visuel sans la moindre musique, avec simplement, et putain c'est là que je me suis dit c'est grandiose, le bruissement des arbres. Le seul endroit d'ailleurs qui aura un tant soit peu d'arbres, d'environnement luxuriant et de flore sera ce petit environnement avec ces petits espaces d'eau où vont se battre les deux personnages. Ça fait très environnement esthétique de toute façon asiatique. La révérence, le côté très respectueux qu'il peut y avoir, et on le devine, entre les deux personnages malgré tout, ce duel au sabre qui est évidemment le propre du wuxia et le propre de la culture chinoise. Moi je trouve que c'est absolument fantastique. Et réussir à mêler ça esthétiquement, visuellement, avec la spiritualité que Rosario Dawson, Ahsoka Tano, est un chevalier errant. Donc on renvoie encore une fois effectivement au même synonyme, et puis cette sensation de chevalier martial mêlé au western de Mando et de Michael Biehn, c'est fantastique. C'est fantastique. Enfin, c'est d'une intelligence d'écriture pour réussir à mettre ça en scène, pour ne pas oublier tout ce que George Lucas avait en tête au moment où il a construit Star Wars, parce que les chevaliers Jedi, c'est aussi ça, c'est aussi des chevaliers de l'ordre de l'honneur. Alors ça peut aussi être dû, on y pense souvent,
aux Templiers. Il faut savoir que les chevaliers Jedi, ça peut aussi être une signification de l'ordre des Templiers, de ces chevaliers qui luttaient pour une cause relativement religieuse, la Force, etc. Il y a énormément de symboliques de toute façon différentes dans Star Wars, mais c'est vrai que cet esprit asiatique mêlé à ce western sont deux des fers de lance de la saga Star Wars. Et pour que Dave Filoni arrive à se rappeler ça, c'est... Merci Dave Filoni, digne héritier de George Lucas, de nous proposer encore une fois un univers qui met une grosse piquette à la post-logie. S'il y en a encore qui défendent cette trilogie feignante, je ne sais plus ce que je peux faire pour vous. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que c'est utile de vous préciser que c'est le meilleur épisode jusque maintenant de Mandalorian? Bon, je suis pas sûr. Je soulignerai simplement merci d'avoir récupéré la voix française officielle d'Ahsoka Tano. J'ai regardé en VO et en VF, j'ai toujours le temps de regarder une ou deux fois les épisodes avant de monter ma vidéo. Retrouver la voix française d'Ahsoka sur le rôle de Rosario Dawson, eh ben merci, parce que ça veut dire que le lore est extrêmement riche, que le lore est aussi extrêmement riche en VF, et que la VF, contrairement à ce que beaucoup pourraient dire, est importante et cruciale. C'est un vrai métier qui embellit littéralement toujours le monde du cinéma. Je terminerai là-dessus. Putain, Mandalorian, c'est vraiment trop bien. Une place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil, c'est vraiment cool. Être honnête, c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.